question directement, mais comme je l'ai lancé ce dialogue, je vous fais 2-3 trucs. Ça, c'est exactement ce qu'il vous a dit ailleurs, c'est avant, et c'est juste pour représenter et bien préciser l'importance de la durée avec la concentration. Donc en fait, la toxicité, si on regarde, c'est une R, donc comme le vert ou le bleu ici, mais là c'est la même chose en vert ou la même chose en bleu, sauf qu'ici le temps est faible, mais la concentration est élevée, tandis qu'ici le temps est long, mais la concentration est faible. Et donc finalement, la toxicité c'est donné par cette association de temps fois concentration. Et puis donc pour revenir sur l'atropine, donc ça, mais vous dites si c'est trop ou pas assez en fonction de ce que vous avez déjà eu comme cours de biologie, etc. Donc ça c'est un neurone avec son câble électrique qui s'appelle axone et qui arrive à une terminaison nerveuse, et donc la terminaison nerveuse elle va soit se joindre à un autre neurone pour une communication entre différents neurones, comme par exemple dans le cerveau, ou elle va se joindre sur le muscle pour la communication entre le nerf et son muscle. Ça s'appelle qu'est-ce qu'ils ont mis quoi? Non, area of insert. Oui, d'accord. Et puis si on regarde donc spécifiquement à la fin, donc ça c'est vraiment au bout de cette terminaison. Donc cet axone se termine par un petit renflement qui contient des petites vésicules et qui sécrètent l'acétylcholine. C'est ça l'acétylcholine. Donc l'acétylcholine, c'est finalement la substance qui est relâchée par cette terminaison nerveuse et qui va avoir son effet sur l'autre partie de la synapse, soit le muscle, soit un autre neurone. Classiquement, le muscle. Donc disons que ça, c'est le neurone. Donc le cerveau a donné l'ordre que vous contractiez votre biceps. Bon, ça passe par différents neurones. Et puis à la fin, ça c'est l'axone qui arrive au niveau du biceps et qui relargue l'acétylcholine. Cette acétylcholine va se fixer sur la plaque musculaire, donc du côté du muscle. Et c'est suite à ça que le muscle va se contracter. D'accord? Bon, ça c'est, on s'en fout, c'est un truc. Et donc, alors là, donc ça c'est une synapse, hein, donc, entre l'acétylcholine, donc on revient ici, la fin du neurone avec les vésicules synaptiques donc, qui contiennent de l'acétylcholine, qui normalement sont libérées dans cet espace virtuel, mais qui est très, très petit évidemment. Et donc cette acétylcholine va se fixer sur le muscle, et le muscle va se contracter suite à cette réponse. Normalement, cette acétylcholine se fixe sur le muscle. Après, il y a des espèces de ciseaux qui s'appellent acétylcholine estérase. Donc c'est l'enzyme qui coupe l'acétylcholine, qui justement vont couper cette acétylcholine, qui va se dégrader en 2 parties et qui sera reabsorbée par la terminaison nerveuse, qui la remet ensemble et qui la reprépare, remet dans des vésicules, comme ça elle est prête à se contracter une deuxième fois, relâcher une deuxième fois, et puis etc. Donc le cycle continue comme ça. D'accord? Jusque-là, ça va? Ça, vous aviez déjà vu, mais plus ou moins? Plus ou moins. Et donc, si on a bloqué l'acétylcholinestérase, et c'est ce que font ces gaz, donc ils ont en fait scotché les ciseaux, si on veut. Donc l'acétylcholine va être libérée comme d'habitude. Après, elle va se fixer comme d'habitude sur cette plaque. Malheureusement, il n'y a plus d'efficacité de cette acétylcholinestérase, donc le corps ne pourra plus couper l'acétylcholine, qui va rester fixée sur cette plaque, et donc le muscle va se contracter sans arrêt. Donc ne pas arrêter de se contracter, donc ne pas se relâcher, c'est ce que disait André Monet avant. Oui. Est-ce que c'est considéré comme les feedbacks pour les autres Non, c'est pas un feedback, là c'est... Feedback, non. Okay. Non, ça c'est un autre mécanisme de feedback. Mais donc là c'est vraiment juste, c'est pour la relaxation dans le processus normal, la relaxation musculaire en fait, c'est parce que l'acétylcholine elle est coupée par l'acétylcholinestérase, et donc si tu bloques l'acétylcholinestérase, le neurone sera constamment stimulé. Alors ça commence un peu par des fasciculations ou des mouvements involontaires, et puis après ça peut aller jusqu'aux crampes, et puis quand la crampe est définitive au niveau du diaphragme, qui sont les muscles de la respiration par exemple, si le diaphragme, on peut ne plus respirer, soit parce qu'il est paralysé, donc il ne bouge plus, mais là c'est la même chose, sauf qu'il est paralysé à un stade contracté, mais c'est la même chose, il est paralysé quand même, puisqu'il n'arrive plus à se relâcher, parce que pour que ça marche, il faut que ça bouge, mais dans les deux sens. Il peut être paralysé en haut ou en bas si on veut, ou disons de façon relâchée ou façon contractée. L'effet est le même, c'est que s'il n'y a plus d'effet de piston, la respiration ne se passe plus. Donc c'est comme ça que les gens meurent. Et dans les descriptions, ça c'est très bien mis dans les descriptions des bouquins là, que
m'avez donné, c'est qu'ils disent que les patients, par exemple, des fois se sentent pas si mal, et puis tout d'un coup ils se sentent tellement bien, ils vont faire un petit footing, enfin ils disent pas footing, mais ils sortent en hurlant, je me sens bien, etc. Donc ils contractent, donc ils envoient les influx, ils envoient l'ordre aux muscles de se contracter un peu normalement. Et alors que quand ils étaient au repos, ça se passait relativement bien parce qu'ils étaient dans un état juste limite stable, mais pas sans excitation, sans stimulation. Tandis que dès qu'ils stimulent, tout d'un coup, ils ont relâché toute l'acétylcholine là, suite à une réponse, puisqu'ils ont demandé de bouger. Mais comme il y a comme cette acétylcholinestérase est partiellement bloquée chez eux, parce qu'elle était totalement bloquée, ils ne respiraient plus du tout, mais comme elle est partiellement bloquée, ils n'en récupèrent plus en fait. Et tout ce qu'ils ont lâché, ça, tout d'un coup, ça excite tous les muscles, ils ne peuvent plus se relâcher. Ça c'est bien décrit 2-3 fois, je crois. Ils disent que justement, les gens qui se sentaient finalement pas si mal, qui arrivent encore à respirer, tout d'un coup, ils font un effort parce qu'ils croient qu'ils n'ont rien, et puis clac. Donc là c'est un peu le même schéma, mais c'est pour répéter parce que c'est toujours mieux de répéter plusieurs fois. Et donc ça bloque ça surexcite puisqu'il n'y a plus de dégradation possible de cette acétylcholinestérase. Ça c'était juste les antidotes, donc ça on a vu. Et donc l'atropine, alors donc maintenant on en vient à ta réponse, à la réponse à ta question. Donc l'atropine, c'est compris dans c'est le combo PNC, ça c'est dont il vous a parlé avant, c'est cette espèce de seringue. Donc quand on enlève ici, il y a l'aiguille, et puis on peut se la piquer à travers les habits normalement, et qui contient entre autres de l'atropine. Et l'atropine, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle va se mettre à la place de l'acétylcholine à ces endroits. Donc normalement, ça a des effets négatifs, si on veut. Si on prend de l'atropine, nous, on sera un peu faible, entre autres. Si on en prend beaucoup, c'est aussi un toxique. Donc on peut même mourir en prenant trop d'atropine aussi. Mais donc l'atropine prend la place de l'acétylcholine sur ces récepteurs, et donc elle évite que l'acétylcholine aille s'y mettre. Et après, c'est là que ça devient un peu compliqué, donc avec ces histoires de chimie, c'est qu'il y a tous ces trucs qui circulent, et puis il y a des compétitions, il y en a un qui a plus envie d'y aller que l'autre. Et donc c'est un peu une compétition entre l'acétylcholine, il faut qu'il y en ait quand même un peu pour que les patients respirent quand même un peu. Il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon ils sont totalement contractés. Donc c'est un peu la même chose avec l'atropine. Je ne sais plus si André Menet vous a dit, il y a un peu des sortes de doses qu'on doit donner aux intoxications en fonction de l'intoxication. Parce qu'après si on en donne trop, il y a trop d'effets secondaires de l'atropine, et puis si on n'en donne pas assez, il n'y en a pas assez. Donc c'est une espèce de balance entre les amis et puis les ennemis, parce que finalement l'acétylcholine au départ c'est pas un ennemi, c'est juste là un ennemi parce que c'est en surdose. Finalement, si on réfléchit en termes toxiques de gaz chimiques, finalement c'est ce qu'on vous a dit depuis le début, c'est que l'acétylcholine elle n'est pas toxique puisqu'on en a tout le temps, sauf que là elle devient toxique parce qu'il y en a trop à un endroit précis, parce que ça empêche sa dégradation. Ça répond à la question pour l'atropine, bien. Oui. C'est assez clair. On va probablement qu'à Spitz, ils vont vous expliquer encore qu'est-ce qu'ils auront d'autre, c'est toujours manière de... Mais des schémas, vous pouvez les avoir.